Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je me tiens aujourd'hui devant vous, solennelle, et avec une certaine émotion, dans le but d'accuser un homme. De l'accuser d'adultère, de relations adultères et interdites, de faiblesse d'âme, d'esprit orgueilleux, de manipulation des sentiments de ses conjointes, d'hypocrisie et de tentative de meurtre. Voici Julien Sorel, cet homme ambivalent, entier, attachant et détestable. Il est l'auteur d'une tentative de meurtre à coups de 2 tirs au pistolet sur Madame de Rênal, son ancienne maîtresse. Nous sommes réunis ce soir pour accuser et condamner Julien Sorel. Le condamner pour son ambition démesurée, pour son orgueil si susceptible, et pour ses objectifs relationnels qui entraînent tant de comportements immoraux et contestables. Je vais tenter de vous démontrer que son ambition est présente chez lui depuis toujours et qu'il a appris à utiliser à son avantage les us et coutumes de la société du XIXe siècle, une société corrompue dans laquelle il baigne. Il n'est que le produit de la société de son temps, ayant délaissé valeur, morale et droiture de vie pour la manipulation, le mépris, l'utilisation et le profit. Je tiens à préciser que je n'aborderai pas le crime de Julien Sorel, qui fut celui de tirer 2 coups de pistolet, sur Madame de Rênal, car ceci est un crime passionnel et n'est pas pertinent dans l'accusation de ce soir. Il s'agit de mettre en avant son ambition et non son instabilité sentimentale. Le dossier que nous a fourni Stendhal, un roman psychologique et volontairement ambivalent, nous permet de comprendre chaque détail de la pensée des personnages, et plus particulièrement de Julien Sorel. Nous détenons mieux qu'une analyse faite par un expert psychiatre, mesdames et messieurs. Nous avons sur ces pages chacune des pensées de Julien lui-même, retranscrites par un narrateur omniscient. Il nous suffit de nous pencher et d'être attentifs pour relever parfois les minimes détails prouvant son ambition, entre autres choses. En effet, Julien Sorel nous est décrit depuis le début du roman comme quelqu'un d'hypocrite, d'intelligent, toujours enfermé dans ses livres, de sensible, d'orgueilleux, qui méprise les pauvres et hait les riches, et bon latiniste. Car ce jeune fils de charpentier, par chance, reçoit des cours de théologie et de latin par l'abbé du village, l'abbé Chélan. Nous pouvons constater ici un premier signe de son ambition, car Julien Sorel, alors qu'il n'est même pas majeur, décide de lui-même d'apprendre par cœur, et en latin, la Bible. Je vous laisse admirer, mesdames et messieurs, le monstre littéraire qu'est la Bible. 2100 pages en latin. Il l'apprend de lui-même. Cette affirmation est confirmée. Lorsqu'il arrive chez Madame de Rênal, on le soumet à un exercice qui consiste à prendre un passage au hasard du livre saint, de commencer les premiers vers d'un paragraphe, et il continue la récitation par cœur, et pendant parfois plusieurs dizaines de minutes. Voici la première preuve de son orgueil enflammé, d'une volonté d'être le meilleur et d'une ambition palpable. De plus, également énoncé dès le début du livre, nous apprenons que Julien Sorel voue un culte à un personnage particulier, et ce depuis bien avant le commencement du récit, Napoléon Bonaparte. Un homme qui a quand même dit, après un massacre qu'il a commis, ayant tué des milliers de personnes, « Qu'importe, une nuit de Paris refera tout cela ». Démonstration flagrante de son immoralité et de sa détermination à agir par tous les moyens pour obtenir ces résultats attendus et sans se soucier des dommages qu'il crée. Un exemple même d'ambition, de pouvoir, de manipulation et de stratégie. En preuve de cette adoration, Julien Sorel connaît tout sur le mémorial de Sainte-Hélène, qui est son livre préféré. Ce fanatisme pour cet homme est déjà un terrain propice à la floraison de comportements comme la manipulation des sentiments que peuvent avoir des femmes, voire même des hommes, à l'égard de Julien Sorel. Propice à l'ambition de monter dans l'échelle sociale grâce à son intelligence et à la politesse vitale dans la société sournoise du XIXe siècle, ainsi qu'à la manifestation d'un orgueil renforcé par les humiliations et les coups. Ceci est également un argument
expliquant son caractère et ses actions ambitieuses. Voulant faire honneur à Napoléon et prenant chacune de ses actions pour des miracles, il les copie de manière presque aveugle. S'il n'avait pas été ambitieux, orgueilleux, il n'aurait jamais eu cet amour pour Napoléon. Certainement, comme beaucoup de gens de son temps, il l'aurait eu en horreur. Or, Julien Sorel est un libéral. Il regrette le temps de règne de Napoléon, où un pauvre paysan comme lui pouvait grader dans l'échelle sociale grâce à ses efforts et ses prouesses militaires. Il rêve de devenir un soldat aux ordres de Napoléon, de pouvoir sortir de sa condition misérable en se distinguant dans les arts de la guerre. Simplement, nous sommes en 1830. Pendant la Restauration, sous le règne de Charles X, et la société ne fonctionne plus de la sorte. On ne doit son rang social qu'à sa naissance et à sa fortune. Ceci est un concept qui révolte Julien Sorel car il n'a ni l'un ni l'autre. Force est de constater la facilité avec laquelle Julien Sorel croit aveuglément dans des idées conventionnelles, simplement écrites et argumentées dans un livre. Pour certains, cela pourrait peut-être l'excuser, mais je rétorquerai à ces personnes que les terroristes qui agissent par conviction aveugle, qu'elles soient nationalistes, politiques ou religieuses, qui croient fermement en des textes ou en des causes, ne sont pas pour autant excusés de leurs actes monstrueux, parce que cela reste un choix, une volonté. Julien Sorel s'aperçoit que l'on admire son esprit, comme lorsqu'il récite l'Évangile ou encore de grands philosophes. De ce fait, il continue de lire et d'apprendre de plus en plus d'auteurs. Rien de très méprisable, il est vrai. Il n'y a rien de blâmable à aimer s'instruire, c'est en effet une qualité. Mais il n'est motivé que par la sensation de satisfaction, de son orgueil que lui procure cette admiration, ces regards d'envie que lui jettent les autres. Cela prouve son ambition intellectuelle personnelle dans le but de s'attirer des regards admiratifs de la société. Les personnes qui connaissent Julien Sorel sont impressionnées par son esprit. Les personnes qui l'aiment voient en lui toutes les opportunités qu'il peut obtenir. Et Julien, qui comprend cette volonté des personnes qui l'aiment de le voir réussir, met tout en œuvre pour qu'elle lui offre ces opportunités de grimper socialement et de satisfaire son ambition. Cet homme n'est jamais plus heureux que lorsqu'il peut mépriser la société, s'exhiber avec sa réussite et sa gradation. Par exemple, lorsqu'il est garde d'honneur du roi, il est au comble de l'extase lorsque son cheval se cabre devant tout le monde et sort du rang. Il se trouve alors sublimé et mis en avant. C'est une victoire dans le combat que son ambition livre contre la société. Cette place de garde d'honneur n'est due qu'à l'influence de Madame de Rênal. Il n'a rien fait pour l'obtenir. De plus, les projets qu'il a pour lui-même ne sont pas des projets de passion, mais d'ambition. Il dit vouloir devenir prêtre, mais il ne croit pas en Dieu. Il ne fait cela que parce que la situation de prêtre est une bonne situation. En plus de ne pas respecter les autres, il ne se respecte même pas lui-même. J'aimerais aborder maintenant le sujet des conquêtes amoureuses de Julien. J'utilise le mot « conquête » en insistant dessus, car c'est de cette manière que ce jeune ambitieux les conçoit. En effet, Julien Sorel n'accorde d'intérêt aux femmes qu'à partir du moment où il sent que la femme en question en a également pour lui. Mais ce qui est pire, c'est qu'il voit les femmes comme une bataille de séduction à mener pour son honneur et sa dignité, et non par amour et sentiment. Le mérite qu'il ne peut obtenir en étant à l'armée de Napoléon, il le comble en remportant la victoire sur les sentiments des femmes, les utilisant ensuite comme une échelle pour gravir la pyramide sociale. Je ne prendrai qu'un exemple pour illustrer ce comportement, celui de Madame de Rênal, car il est suffisamment éloquent. Quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. On s'assit enfin, Madame de Rênal à côté de Julien. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra, se dit Julien, car il avait trop de méfiance de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. De sa mortelle angoisse, tous les dangers
lui eussent semblé préférables. Que de fois ne désira-t-il pas voir survenir à Madame de Rênal quelque affaire qui l'obligea de rentrer dans la maison et de quitter le jardin? L'affreux combat que le devoir livrait contre la timidité était trop pénible. 9h 3/4 venaient de sonner à l'horloge du château sans qu'il n'eût encore rien fait. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit, au moment précis où 10h sonneront, j'exécuterai ce que pendant toute la journée je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. Enfin, le dernier coup de 10h retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il la serrait avec une force convulsive. Son âme fut inondée de bonheur, non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. La voix de Madame de Rênal, quant à elle, trahissait tant d'émotions que son ami la crut malade et lui proposa de prendre l'air. Je pense que ce récit, mesdames et messieurs, ne nécessite pas d'autres mots ni d'explications. Il est suffisamment macabre en lui-même. Et je pense également qu'il m'est maintenant possible de conclure. Je résumerai mon propos en rappelant la description première de Julien, qui le montrait comme intelligent et hypocrite. Je rappellerai son amour pour le personnage de Napoléon, la conquête militaire de l'amour des femmes, son intelligence intellectuelle surdéveloppée, ainsi que l'ambition qu'il a de briller par son esprit. Je tiens à donner un dernier argument d'interprétation. L'histoire entière relatée dans Le Rouge et le Noir est une histoire vraie, qui est réellement arrivée. Stendhal a eu l'ambition d'essayer de retranscrire la psychologie des protagonistes comme il l'imaginait. Julien Sorel est donc la progéniture du crime et de l'imagination motivée par l'ambition d'un auteur. Les 610 pages du roman témoignent également de cet ambitieux projet. Il est donc totalement normal que Julien Sorel soit un ambitieux, personnage ambivalent, né de l'imagination, le rouge, et d'un crime naturel qu'il porte en lui, le noir. Je finirai sur ces vers d'Alfred de Musset, dont Julien Sorel serait une parfaite caricature. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Mesdames, Messieurs, ce soir, on vous a fait le portrait d'un homme que tous semblent accuser. On vous a parlé d'un homme arriviste, manipulateur, qui se glorifie de l'amour par amour de la gloire. Mesdames, Messieurs, libre à vous de croire ce soir ce qui vous a été dit et de penser que désormais, vous connaissez la vérité sur cet homme. Libre à vous de penser que cette accusation vous a suffi pour comprendre qui est vraiment Julien Sorel. Mais n'oubliez pas une chose. Juger en fonction de ce que vous pensez savoir ou ce que vous croyez connaître, ce serait oublier de juger. Mesdames, Messieurs, ce soir, j'aimerais que nous prenions le temps ensemble de remettre cette accusation en perspective. Ce soir, j'aimerais que Julien Sorel descende du piédestal sur lequel la littérature française l'a mis et de l'échafaud sur lequel l'accusation l'a fait monter. Ce soir, j'ai besoin de vous comme des hommes et des femmes qui sont venus avec leurs qualités et leurs défauts. Vos qualités, vous les connaissez et vous en êtes fiers, mais vos défauts aussi, ils m'intéressent. Je vous montrerai ce soir que l'accusation qui a été faite à l'encontre de Julien Sorel a été sélective, partielle et surtout partiale. Julien se trouve être un homme d'honneur, sensible, non pas attiré par le pouvoir et l'argent, mais un homme qui désire améliorer sa condition sociale et être aimé. Un homme qui pense pouvoir être maître de son destin, mais qui ne se retrouve qu'esclave d'une société injuste. Pour ce faire, je m'appuierai sur 3 axes. Le premier se concentrera sur l'ambition de Julien, ainsi que la société dans laquelle il vit. Le deuxième axera son analyse sur l'être même de Julien et les prétendus vices qu'on lui oppose. Et le troisième
se focalisera sur ses actions et les circonstances dans lesquelles elles ont été accomplies. Car sans circonstances, il n'y a pas de jugement. Il n'y a que des interprétations ou des visions caricaturales. Mesdames, Messieurs, il convient de se poser une question ce soir. Les actions d'un homme reflètent-elles toujours la pureté de son âme? Vous l'aurez compris, Julien grandit sous la Restauration, dans une société qui n'a pas aboli le despotisme et les antagonismes de classe. Une société dans laquelle le privilège s'est transformé en droit, dans laquelle les individus de basse condition doivent rester à leur place et ne peuvent prétendre à rien d'autre qu'à la charité des bourgeois. Pour reprendre les mots de Talleyrand, dans cette société, le seul moyen de se grandir, c'est se courber. Si la vie réelle est un véritable chaos pour Julien, une terrible logique gouverne son imagination. Il rêve d'un système qui reconnaisse la grandeur de l'effort, la beauté du sacrifice, la primauté de l'intelligence. Il rêve simplement d'avoir sa chance. Il rêve d'égalité. Égalité que nous, contemporains, connaissons. Aussi, mesdames, messieurs, lui opposer la justice, ou plutôt l'injustice de son époque, ne représente en aucun cas la justice de la nôtre. Je me refuse de faire dépendre la vie et le destin de cet homme de l'appréciation forcément arbitraire d'une société inégale dans et devant la loi. Non, mesdames et messieurs, la justice, c'est de le juger ce soir à la lumière de nos valeurs contemporaines et non à l'ombre de celles du passé. Julien a une seule prétention personnelle, celle de s'élever au-dessus de ce que sa naissance l'a destiné. Est-ce une prétention moralement condamnable? Permettez-moi d'en douter. Condamner une personne pour avoir eu l'indélicatesse de vouloir améliorer son existence, c'est d'une certaine manière glorifier l'inaction, idolâtrer le renoncement plutôt que l'engagement. Le condamner pour ça, c'est détruire le principe même de tout progrès humain. Mesdames, messieurs, c'est justement l'action, le risque et les ascensions qui font la grandeur de chaque individu. C'est l'amplitude des mouvements qui fait la grandeur d'un peuple. Si vous me permettez l'analogie à Simone de Beauvoir, pour Julien, on ne naît pas homme, on le devient. Le mérite n'est pas une question de naissance, mais d'effort. Mesdames, messieurs, l'ambition n'est en aucun cas condamnable, elle est même souhaitable. C'est le but vers lequel on tend et les moyens mis en place pour l'atteindre qui peuvent l'être. Et cela me permet de passer à mon deuxième axe et nous permettra de mieux comprendre la nature même de Julien Sorel. On lui reproche d'avoir séduit et trahi sans honte pour atteindre le pouvoir et la fortune. Atteindre le pouvoir et la fortune, vraiment? Souvenez-vous de la réaction de Julien lorsque son ami Fouquet lui propose d'abandonner Madame de Rênal et de devenir son associé dans une entreprise florissante. À ce moment-là, Julien a deux choix. S'associer avec Fouquet et gagner 4 000 francs par an, ou rester chez les Rênal et ne gagner que 300. Si la fortune était vraiment ce qu'il désirait atteindre, pourquoi refuse-t-il cette offre? La seule raison que je vois est que Julien n'a que faire de l'argent. Il veut devenir quelqu'un et ne veut pas abandonner celle qu'il aime. Un autre exemple encore plus frappant. Rappelez-vous lorsque le prince Korazov propose à Julien la main de sa cousine, héritière de Moscou. Que fait Julien? Accepte-t-il dans le but d'accéder à la société à laquelle, paraît-il, il a toujours prétendu? Accepte-t-il pour acquérir le pouvoir, la gloire et la fortune? Non, encore une fois, il refuse, car il en aime une autre. Il aime Mathilde. Et pour lui, l'amour vaut plus que le pouvoir, l'argent et la gloire. Alors non, Julien ne désire ni argent, ni pouvoir. Il désire être aimé. Mesdames, messieurs, comprenez bien que l'amour est à la base de tout dans cette histoire désastreuse. Il aime peut-être trop, il aime peut-être mal. C'est en tout cas un amour plein de timidité, d'hésitation, de retour, de candeur et de rouerie, d'espoir et de jalousie, qui lie Julien à Madame de Rênal, puis à Mathilde. Et ne soyons pas dupes, nous sommes souvent victimes de l'amour. C'est le cas de Julien. Alors oui, il est prêt à se mentir à lui-même pour être aimé des autres, prêt à apprendre par cœur la Bible en latin, alors qu'il ne croit pas un seul mot des Saintes Écritures. Mesdames, messieurs, on peut lui opposer ses travers, mais on ne peut pas comprendre son comportement si on ne se penche pas sur l'existence misérable que sa famille lui a fait vivre. Julien Sorel
a eu une jeunesse composée essentiellement de violence et de haine. Son père le traite, pour reprendre les mots de Stendhal, de paresseux, d'animal, de maudit hypocrite, tout en usant de violence envers lui. Julien est, pour citer encore une fois les mots de Stendhal, méprisé de tout le monde. Et quoi de plus normal pour une personne qui n'a jamais été aimée que d'avoir peur d'être totalement lui-même? Peur d'être rejeté pour ce qu'il est. Une peur du rejet et un amour trop grand qui font qu'il commet un crime. Et j'en profite pour passer à mon troisième axe, son crime et les circonstances qui l'entourent. Alors que Julien est sur le point d'épouser Mathilde, son premier amour, Madame de Rênal, écrit une lettre au père de celle-ci et dénonce Julien Sorel en l'accusant d'être avide, hypocrite et prêt à tout pour atteindre le pouvoir. Le père de Mathilde, face à ces accusations, refuse à Julien la main de sa fille. Julien, à ce moment-là, pense avoir tout perdu. Il perd l'amour et l'affection de Madame de Rênal, il perd sa condition et il perd Mathilde, la femme qu'il aime. Julien se rend alors à Verrières et tire 2 balles sur Madame de Rênal. L'une d'elles la manque et l'autre la blesse. Alors oui, on peut très facilement s'arrêter à cet acte, le qualifier et dire qu'il en est totalement responsable. Mais c'est faire fi de toute logique que de penser que seule l'observation de surface constitue la vérité. Pour comprendre, certes il faut observer, mais il faut ensuite analyser à la lumière des circonstances. Comprenez-moi bien, je ne désire pas ici justifier son acte, mais simplement le comprendre. Julien s'est construit sur la base de l'amour de Madame de Rênal. C'est elle qui a été la première à lui donner de l'importance alors qu'il n'avait connu que la violence de sa famille. C'est elle qui l'a aimé et chéri. C'est elle qui a été l'incarnation de la douceur et de l'amour pour lui. Vous l'aurez compris, Julien ne s'est construit que par cette femme. Pour Julien, douter d'elle, c'est douter de tout, la maudire, tout renier, la perdre, tout détruire. S'il est vrai que la raison humaine peut guérir les illusions, elle ne peut en aucun cas guérir les souffrances. En une lettre, la vie de Julien bascule et il perd tout, ses amours et ce que sa lutte des classes lui avait apporté. Alors oui, son acte a été démesuré, je ne peux prétendre le contraire. Même Julien le regrette après coup et comprend qu'il s'est laissé submerger par sa colère et sa tristesse. Mais la lettre de Madame de Rênal, celle même qu'elle a écrite sous la dictée de son confesseur et sans penser un seul mot de tout ce qu'elle affirme, n'a pas seulement blessé, mais achevé un homme. Cette lettre a tué socialement et sentimentalement Julien Sorel. Madame de Rênal le sait, et rappelez-vous qu'elle implore l'innocence de Julien. Elle ne désire pas le voir coupable, car à ses yeux, c'est elle qui a fauté en écrivant une fausse accusation et en détruisant sa vie. Vous avez pu comprendre ce soir qui est vraiment Julien Sorel. Il a certes tiré sur Madame de Rênal, et je comprends parfaitement la nécessité d'une sanction pour cet acte. Mais il n'est pas juste de faire dépendre le jugement d'un homme en s'arrêtant seulement à un acte déraisonnable qu'il a pu commettre. Julien Sorel est un homme pauvre, mais un homme bon et un homme d'honneur, qui a toujours voulu donner le plus de lui-même pour se voir grandir dans une société injuste. Il a aimé, fut aimé et fut trahi. Mesdames, Messieurs, les actions d'un homme ne représentent pas toujours ce qu'il est au fond de lui. Et vous l'aurez compris, Julien n'est pas un criminel. Ce soir, je vous demande de juger Julien en fonction de qui il est et moins de ce qu'il a fait. Car il convient de vous rappeler une chose importante. Les actions d'un homme reflètent presque qui il est. Mais dans le rien de cet écart s'ouvre l'infinie différence entre l'être et le paraître. Merci. Mon cher contradicteur, je ne nie pas ce que vous avez dit. Il est vrai que Julien a le mérite, et je le lui accorde, de donner entièrement de sa personne quand il veut réussir. Je lui accorde que son ambition est due à son mérite, car il travaille et il se tue à la tâche pour réussir. Ce de manière intellectuelle, mais également sentimentale, car, contrairement à ce que vous avez dit, Julien Sorel n'a pas pour but d'être aimé. Car au début du roman, son but est simplement de quitter Verrières, cet endroit qu'il a en horreur car il est battu, maltraité.
Et c'est un sentiment que je comprends et que je ne lui impute pas. En revanche, il ne souhaite pas être aimé de Madame de Rênal. Comme je l'ai lu, comme je vous l'ai montré, il ne l'aime pas au début. C'est elle qui l'aime et il s'en rend compte. Alors il joue de ses sentiments parce que son honneur est en jeu. Comment peut-on ne pas condamner un homme qui joue des sentiments d'une femme? Ou, pour que ce soit parlant pour vous, messieurs, comment peut-on ne pas accuser une femme qui joue de vos sentiments, dans le seul but de satisfaire son honneur et de se sentir glorifiée d'avoir réussi à vous faire tomber dans ses filets? Certes, par la suite, il l'aime, et d'un amour fou. Il a été pris à son propre piège. Mais nous ne sommes pas ici pour juger de la sensibilité de ce jeune enfant. Nous sommes ici pour juger de son ambition qui, certes, n'est pas mauvaise parce que nous sommes tous ambitieux, mais des actes qu'entraîne cette ambition et des conséquences qu'elle a sur les personnes qu'il aime. Certes, le crime que Julien a commis en tirant sur Madame de Rênal était passionnel et c'est pour cette raison que je n'en ai pas parlé, car il est compréhensible et n'est pas accusable, du moins pas d'ambition. Cependant, durant la condamnation et son procès, Julien ne se défend pas en parlant d'amour. Il accuse la société de le condamner parce que c'est pour sa volonté d'avoir gradé, d'avoir essayé de sortir de la condition misérable dans laquelle il était. Il accuse les juges de le condamner pour cette raison et pas pour un crime qu'il a commis. Suite à cela, il est décapité et Madame de Rênal, 3 jours plus tard, se suicide. Une fois encore, il a fait preuve d'ambition, même dans les dernières heures de son existence. Et suite à cela, la personne qu'il aimait le plus au monde a mis fin à ses jours. Pouvez-vous encore le défendre, mon cher contradicteur, suite à ces démonstrations d'ambition? Avant toute chose, j'aimerais revenir sur la conclusion de votre accusation, qui m'a semblé quelque peu déplacée. Vous avez affirmé que les hommes sont menteurs, inconstants, faux, hypocrites, etc., bavards, orgueilleux, lâches, méprisables, et j'en passe. À mon sens, cette conclusion est maladroite et dangereuse, pour 2 raisons. La première, vous n'accusez plus Julien Sorel, mais l'entièreté des hommes. Vous accusez par cette phrase tous les hommes présents ce soir dans cette salle, et ceux présents à l'extérieur également, d'être hypocrites, menteurs, inconstants et faux. Le deuxième point est que si on part du postulat que les hommes sont tels que vous le dites, je trouve extrêmement déplacé d'inculquer à un seul homme les travers que l'on pourrait opposer à l'entièreté de son sexe. À mon sens, cela veut dire que la seule accusation que vous avez trouvée à l'encontre de Julien Sorel est qu'il soit un homme. Est-ce une accusation? Si être un homme fait de lui un coupable, mesdames, messieurs, devant vous, je suis également un criminel. Pour revenir à votre réponse, vous nous disiez que vous ne niez pas. Pourtant, vous contredisez. Vous disiez que vous compreniez. Pourtant, vous continuez à l'accuser. Et nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. J'ai évoqué certains exemples concernant l'amour qu'il avait pour Madame de Rênal, au moment où il tombe amoureux d'elle. Et vous n'avez pas écouté. Si vous n'êtes pas ici pour juger de sa sensibilité, comme vous le dites, alors vous ne le jugez pas, vous l'accusez d'une manière injuste. Vous dites que Julien a été décapité enfin et que Madame de Rênal s'est suicidée 3 jours plus tard. Mais vous n'avez pas expliqué la causalité qu'il y ait d'eux. La mort de Julien a fait en sorte que Madame de Rênal se suicide, car elle sait que Julien Sorel est innocent. Elle l'aime et elle ne voulait pas le voir mort. Ce soir donc, vous demandez que ce jugement soit réitéré et qu'on décapite à nouveau Julien Sorel et que, par causalité et par concomitance, Madame de Rênal meurt également dans 3 jours. Si nous voulons être justes ce soir, rétablissons Julien Sorel. Ne l'exécutons pas, laissons vivre 2 individus, Julien Sorel et Madame de Rênal, des amoureux de l'amour qui souhaitent vivre encore un moment. Merci.